Ce mardi, avec notre invité, on fait le tour de quelques sujets sur le plan international. On va parler ce soir de la Côte d'Ivoire avec cette question. Pourquoi Gbagbo est-il interdit de Gagnoa? Nous évoquerons également la Centrafrique et l'accord de paix paraphé entre groupes armés et gouvernement. Est-ce que c'est la fin des hostilités? Et puis on parlera du Venezuela. Juan Guaido, reconnu président par une dizaine de pays européens. Nous recevons Maître Éric Emmanuel Sosa pour évoquer tous ces sujets. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Niaoui. Nous commençons avec la Côte d'Ivoire. La Belgique a annoncé samedi avoir accepté d'accueillir l'ancien président Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité commis en 2010-2011 au cours des violences post-électorales dans le pays, qui a été libéré vendredi sous condition. C'est une demande de la Cour d'accueillir M. Gbagbo, tout simplement parce qu'il a de la famille en Belgique, sa deuxième épouse y vit. Et on voit là, Maître Sosa, que depuis quand même que Laurent Gbagbo est remis en liberté, la Côte d'Ivoire, qui également, on peut le dire, collabore avec la CPI, ne s'est pas bousculée pour dire « nous sommes prêts à recevoir nos enfants ». Non, mais écoutez, il y a quand même une contradiction de la part de l'État ivoirien qui avait déjà affirmé ne plus être disposé à renvoyer quelque Ivoirien que ce soit à la CPI. Et en ce compris Laurent Gbagbo, si Laurent Gbagbo retournait en Côte d'Ivoire. C'est peut-être ce qui a été l'objet de la préoccupation et de la crainte de l'institution qui s'est dit, s'il retourne en Côte d'Ivoire, probablement qu'on ne pourra plus s'assurer sa présence parce que l'État ivoirien n'est pas prêt à coopérer. C'est bien là le paradoxe, justement. Parce que nous sommes en présence d'une situation où des gens dont on dit qu'ils sont innocentés après un procès, et ils ont été innocentés par un chaos technique. Oui. C'est-à-dire que la défense a été même dispensée de faire entendre ces témoins. Et sur la base des simples témoignages de l'accusation même, on a trouvé que le dossier n'était pas consistant et que la preuve n'était pas faite de la culpabilité pour les crimes recherchés. Alors, le principe étant la liberté, on se demande pourquoi cette liberté doit être conditionnée et pourquoi on la rogne à ce point. Parce que Laurent Gbagbo, bon, pour ceux qui le connaissent, à mon avis, n'est pas tout à fait à son aise dans les climats tempérés. Bon, je sais que les berges du Kiévrin sont très agréables à certains égards, mais à condition qu'on veuille aller se balader à Gand ou à Bruges. Mais ce n'est pas dans le tempérament de Laurent Gbagbo qui respire une africanité profonde et viscérale. Donc, je ne comprends toujours pas pourquoi, après avoir innocenté, on dit quand même, non, vous êtes innocent, mais il y a toujours une épée de Damoclès. Vous devez rester à la disposition de la Cour, mais ils auraient pu l'être au Maroc ou pourquoi pas au Zimbabwe. Et non, nous, on sent le soufre. Voyez, et pourquoi pas au Mali? C'est un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Mais bon, non. Le Mali est un pays tout à fait disposé à coopérer avec la CPI. Mais non, il faut que ce soit un pays occidental. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a de crédibilité et de bienfaits qu'en Occident et en Afrique. Malheureusement, nous avons des dirigeants et des pratiques qui font que nous ne sommes pas respectés, que notre parole n'est pas respectée, et que nos États même ne le sont pas. Un dirigeant occidental a traité nos pays de pays de merde. Bon, il y a des attitudes qui leur donnent raison. Et on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Pourquoi, quand on a dit que Laurent Gbagbo était libéré, aucun pays africain n'a dit « Moi, j'offre l'hospitalité à Laurent Gbagbo et je ferai en sorte que si jamais il doit recomparaître, je l'accompagnerai. J'enverrai mon ministre de la Justice et mon ministre des Affaires étrangères l'accompagner pour que... » Laurent Gbagbo est quelqu'un qui a un sens de la dignité, à mon avis, tellement élevé. Je ne suis pas un partisan forcené de Laurent Gbagbo. Non, mais s'il était coupable de quelque chose, on nous l'aurait dit. On l'a accusé, on a trouvé qu'il n'était pas coupable.
Non, mais le personnage a une posture historique et un respect de lui-même qui fait que je ne l'imagine pas devenir fugitif international. Donc, qu'on le laisse et on verra bien ce qu'il fera. À ce moment-là, bon, on mettra en place les moyens qu'il faut. Bon, il y a le cas de Al-Béchir, qui est poursuivi aussi par la CPI, mais qui a toujours trouvé les bons moyens pour échapper à la CPI. Bon, quelque part, est-ce qu'on peut lui donner tort quand on voit comment les choses se passent? Est-ce qu'on a besoin, quand on est chef d'État en exercice, d'aller perdre 6 ans, 7 ans devant un tribunal si mal, où les dossiers sont si mal ficelés pour s'entendre dire 7 ans après, 7 ans de captivité après qu'on n'est pas coupable? Voilà, donc on peut comprendre aussi ceux qui ne veulent pas du tout accepter d'être placés sous le régime de cette institution, sous le régime juridictionnel de cette institution. Voilà le problème. Mais donc, politiquement, est-ce qu'il y a quelques raisons, à part peut-être que le président ivoirien a dit qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens devant la CPI? Est-ce que politiquement... Mais quand il disait ça, il ne s'attendait pas du tout à ce que Gbagbo soit libéré. Non, pour lui, c'était ficelé. Gbagbo est parti à La Haye, il va y rester. Et il y passera le restant de sa vie. C'était son pari. Et il a été ébranlé, surpris du dénouement judiciaire du 15 janvier. Et effectivement, ça a tremblé. Et on peut imaginer que c'est un service rendu au régime ivoirien du moment, parce que, bon, si Gbagbo devait rentrer en Côte d'Ivoire, ça compliquerait sérieusement la donne. C'est tout. Et il est permis d'imaginer quelque influence de la Côte d'Ivoire pour que la CPI, enfin sur la CPI, pour qu'elle décide de le garder très loin de sa terre natale. Mais vu comment les choses se sont passées, vu les conditions de l'arrestation de M. Laurent Gbagbo, oui, on peut imaginer qu'il y ait ce deal aussi, parce que bon, il ne faut pas gêner Alassane Ouattara qui, en tout point de vue, s'est toujours comporté comme l'homme des institutions internationales et surtout l'enfant chéri de l'Occident. Mais c'est tout. Mais ça va se faire jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la CPI dise c'est définitif, Laurent Gbagbo n'est pas coupable de la mort des 3000 victimes de la crise ivoirienne, cause électorale ivoirienne. C'est tout. Mais écoutez, c'est quand même... On le dit tous les jours, mais on ne le dit pas assez. Il y a une crise post-électorale. Les gens qui ont gagné sont blancs comme neige, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au pouvoir en remportant une guerre civile, mais en aspergeant des onguents sur les gens. Il faudrait qu'on nous explique ça quand même. Donc, ces pays qui, depuis le temps, ne fait rien contre l'autre camp. Il faut voir, il y a des photos de Madame Bensouda venant en Côte d'Ivoire en visite de travail, je suppose. Mais il faut voir avec quelle obséquiosité elle était en train de saluer M. Ouattara. Il viendra à l'esprit de personne qui les voit ensemble en train de causer, quelle est quelque accusation que ce soit contre M. Ouattara. La messe était dite, le dossier était réglé. Les victimes sont dans un camp, les coupables dans un seul aussi. Et puis voilà. Or, mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Mais cette vérité-là, apparemment, elle n'a pas traversé tous les esprits. Voilà. Alors, maître, pour vous qui êtes avocat, acquitté, oui, ça veut dire quoi? Et ça veut dire blanchi. Quand on vous acquitte, ça veut dire que les charges qui pèsent contre vous ont été levées. Pas au bénéfice du doute. Hein. Oui. Là, non. C'est simplement parce que les charges ne sont pas solides. On vous a accusé innocemment. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire, acquitté. Et normalement, ça devrait même donner lieu à des dédommagements. Voyez? Bon, donc, on en est là. Ceux qui ont été emprisonnés pendant 7 ans sont éligibles à des réparations. On n'y est pas encore. Mais on va voir ce que va donner l'appel. Pour l'instant, Mme Bensouda menace de faire appel. Mais elle n'a pas encore fait. Si elle y renonce, pour elle, ce sera... un camouflet gigantesque, c'est pour ça qu'elle n'y renoncera pas. Elle a probablement trop de fierté pour ça. Mais ce n'est pas les égaux des personnes dont il s'agit. C'est le principe de droit
internationale et de droit humain dont il s'agit. Et cette justice internationale donne malheureusement de si mauvais exemples que, à mon avis, ses contempteurs ont de bonnes raisons aujourd'hui de vouloir sa dissolution. Mais on a quand même eu du mal à comprendre les juges qui, dans un premier temps, ont prononcé l'acquittement et ont même employé le terme qu'ils soient libérés immédiatement. C'est ce qui a été fait d'abord. Oui, mais ensuite, qu'ils aient suivi la procureure qui demandait qu'ils soient maintenus en détention le temps qu'elle prenne connaissance du dossier des juges, qu'elle décide de faire appel ou non de l'acquittement. C'est ça. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si elle va faire appel vraiment, mais en attendant, il faut quand même... Mais ça a toujours été ça. Hein. C'est ce qui était choquant, d'ailleurs. Et c'est ce qui fait que l'institution est objet de tant de critiques. Écoutez, même au moment de la première audience de confirmation de charge, mais le dossier était si mal bouclé qu'on lui a donné 1 an supplémentaire pour trouver des éléments à charge. C'est-à-dire, je vous arrête pour quelque chose, mais je ne suis pas encore sûr que vous l'avez fait. Mais en attendant, vous devez rester à ma disposition. C'est un peu ça ce qui se passe. Donc, oui, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et ceux qui ont voulu aller se mettre sous la coupe de la CPI, aujourd'hui s'en mordent les doigts. Et il faudrait procéder à une liquidation de cette institution. Elle ne sert plus à rien. Elle n'est plus dissuasive en quoi que ce soit. Aujourd'hui, en Centrafrique, il s'est passé des choses. On y viendra peut-être tout à l'heure. Il s'est passé des choses, mais à la faveur d'accords de Khartoum, on est en train de complètement liquider tout au honte but, toute idée de justice au bénéfice de la seule, du seul intérêt politique. Ça fait mal quand même. Puisque vous évoquez la Centrafrique, on y passe tout de suite. Un accord de paix entre le pouvoir et 14 groupes armés qui contrôlent 80% du territoire de la Centrafrique a été paraphé mardi à Khartoum, relançant les espoirs de paix dans ce pays pauvre, meurtri par des années de conflit. Cet accord de paix, le 8e depuis 2012, avait été obtenu samedi après une dizaine de jours de négociations à Khartoum sous l'égide de l'Union africaine. Alors, à vous entendre tout à l'heure, cet accord, vous ne le voyez pas d'un bon œil? Non, parce que justement, c'est toujours comme ça. Après, on vient dire réconciliation. D'abord, on a... Là, ici, on fait litière de toute idée de justice, pour le coup. Dans un cas, c'était la justice, mais la justice des vainqueurs et d'un camp seul. Et ici, c'est aucune justice pour personne. Donc, en fin de compte, demain, s'il prend l'envie à d'autres hommes politiques de recommencer, ils le feront parce que après il y aura des accords politiques, on fera des gouvernements d'union nationale, etc., etc., et on se partagera les portefeuilles. C'est pour ça que tout le temps les Africains doivent mourir? Non. À un moment donné, la paix n'a pas de prix non plus. La paix n'a pas de prix, mais je dis la paix doit aussi souvent, il faut en tout cas l'encourager, passer par la justice quand c'est nécessaire. Et là, dans le cas centrafricain, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Parce qu'on a commis pire en Centrafrique qu'en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, la justice internationale a trouvé les moyens de s'exercer. En Centrafrique, elle ne le fait pas. Allez comprendre quelque chose. On peut aussi se dire qu'aujourd'hui, il est nécessaire de signer cet accord de paix pour que le gouvernement centrafricain retrouve... enfin, l'intégralité du territoire. Écoutez, maintenant, après, peut-être la justice moi je ne suis du pas... dossier. Non, attendez. Les pompiers pyromanes, je n'aime pas. Ce n'est souhaitable nulle part. D'accord. Et le principe pour principe, un pays, un gouvernement doit avoir tous les moyens régaliens, y compris militaires, pour assurer la sécurité et l'intégrité de son territoire. Si vous ne pouvez pas lui assurer ça, et que finalement c'est au prix d'accords boiteux que vous allez signer après 10 jours de palabres pour savoir qui va prendre le ministère de l'Intérieur, qui va prendre le ministère de la Défense, alors vous n'avez pas de paix. Parce que ça, à chaque fois, ça peut encore péricliter. Attendez, quoi, ça vaut quoi ces accords-là? Si demain, il y a d'autres alliances qui se forment et qu'on en va pour quelques raisons politiciennes que ce soit, on y arrivera. Et c'est la raison pour laquelle je suis résolument contre cette pratique
qui consiste en Afrique à faire la guerre d'abord, à tuer massivement, et puis après à faire la paix en s'embrassant sur la bouche, en disant non, maintenant on reconnaît qu'on est des frères, et il faut qu'en tant que frères on vienne manger autour de la même table. Non, c'est à chaque fois scandaleux, et je pense que par tempérament, je ne l'admets pas. Mais dans le cas centrafricain, on a quand même essayé également d'autres formes de résolution, notamment la force onusienne qui est présente, qui ne sert finalement pas à grand-chose. La force onusienne, attendez, elle est une force d'interposition. Oui. Il faut des forces d'intervention. Voyez, ça va nous amener à changer complètement, voyez, les schémas paradigmatiques de la conception de la paix et la préservation et la prévention des conflits dans nos pays. Parce qu'il faut définitivement que l'Union africaine se dote d'une force armée qui ait les moyens, quand à chaque fois un territoire de l'Union est menacé, d'intervenir pour y expugner toute force rebelle, séditieuse, que ce soit. Parce que sinon, on n'en sort pas. Vous voyez, moi, je ne suis pas ennemi du fait que, par exemple, l'armée togolaise ait des éléments qui soient sous les ordres d'une armée supranationale et qui soit une armée de l'Union africaine. Il faut qu'on passe par là, parce que les petites armées nationales qui n'ont finalement comme seule utilité que de protéger les régimes en place, elles ne nous servent à rien. Vous voyez, l'armée centrafricaine, elle existait. Oui. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Le général Bozizé, il était un grand chef militaire. Oui. Pourquoi est-ce que le général Bozizé n'a pas pu tenir tête à Djotodia et ses Balaka qui sont... C'est les cas, pardon. C'est les cas qui sont arrivés. Pourquoi? Il avait une armée, ce monsieur. Pourquoi? Quand il s'agit de bastonner les manifestants, de tirer dessus à balles réelles, ils sont bons. Ils sont mes champions, super champions, ils sont très forts. Et quand il s'agit de protéger le territoire national et de protéger les institutions, on voit tout de suite quelles sont les limites. Vous voyez, on le voit partout. Au Mali, l'armée malienne était une armée très respectée à l'époque. Face aux djihadistes, même pas face aux djihadistes. Il a fallu un capitaine Sanogo, puis c'est fini, c'était la débandade. Donc un capitaine s'est levé un jour et a mis tous les généraux au pas. C'est sérieux ça? Et on va faire ça tout le temps? Non, c'est ce genre d'accord, ça ridiculise et ça décrédibilise l'Afrique. Ça fait que, vous voyez, écoutez, vous prenez n'importe des gens de beaucoup de nationalités. Un Norvégien, quand il veut venir au Mali, au Togo ou en Côte d'Ivoire, il lui suffit d'avoir envie d'acheter un billet et d'avoir les moyens de se l'acheter. Il viendra. Mais vous, Africains, Centrafricains, Congolais, Maliens, Togolais, si vous venez, il vous vient à l'idée de vouloir aller vous promener en Belgique ou en Hollande, vous voyez tout ce que ça cause. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas nous faire respecter. À cause de ce genre de comportement, on ne nous respecte pas. Nous sommes devenus des sortes de rebuts de l'entière humanité. On ne nous respecte pas parce que nous ne savons pas nous faire respecter. Le respect ne se demande pas. Ayez un comportement respectable et vous êtes respecté tout simplement. Mais cet accord centrafricain a été quand même conclu sous l'égide des Nations Unies également, qui a épaulé l'Union africaine. Oui, voyons. Les Nations Unies, parlons-en. Et ils étaient où? Ils n'avaient pas des forces là-bas? Et pourquoi leurs forces n'ont pas réussi à imposer la paix et la force au pouvoir en place? Faustin Archange-Touadéra a été très bien élu après des élections transparentes et libres. Et pourtant, on ne lui donne pas les moyens. Vous voyez? C'est-à-dire, quand l'Occident le décide, l'Occident fait ce qu'il veut. Et c'est par exemple ce qui se passe au Venezuela. Oui. Hein? C'est une bonne transition, n'est-ce pas, pour venir au troisième sujet? On va en parler. L'opposant Juan Guaido a été reconnu comme président par intérim du Venezuela par 19 pays de l'Union européenne, aussitôt accusé par le socialiste Nicolás Maduro de soutenir des plans putschistes des États-Unis, tandis que les soutiens diplomatiques se multiplient. Juan Guaido, 35 ans, tente d'organiser l'arrivée de l'aide humanitaire au Venezuela, où la population subit d'importantes
pénurie. Alors là, Maître Sosa, Nicolas Maduro tente de dire que c'est comment dire, c'est du néocolonialisme, c'est du putschisme, c'est de l'ingérence. Mais comment voulez-vous appeler ça autrement? Les soutiens se multiplient. Vous avez déjà vu ça quelque part déjà? Attendez, un président élu, qu'il soit bien élu ou mal élu, ça c'est un autre problème. Mais il est président élu, c'est-à-dire que c'est l'institution légitime, légalement constituée de son pays. Et puis, un de ses opposants s'autoproclame président et subitement, il y a des pays, on va dire 19 pays européens, disent « nous, c'est lui qu'on reconnaît ». Vous appelez ça comment? C'est un coup d'État qui n'est pas intervenu par les armes. Et on dit, alors qu'on sait depuis très longtemps qu'il y a des pénuries alimentaires, et il a suffi qu'ils aient trouvé leur homme pour penser qu'on va nourrir, grâce à l'aide, le peuple vénézuélien. C'est grave. Pourquoi on ne donne pas l'aide à M. Maduro? C'est pas lui qui va manger les aliments qu'on envoie, c'est le peuple. Mais vous voyez, c'est-à-dire, à chaque fois, on crée des situations où c'est lorsqu'il en décide que ça se passe. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, non, mais Africains, levez-vous. Réveillez-vous. Je parle des Africains, mais là, les Sud-Africains, les Sud-Américains ne sont pas du tout contents de ce qui se passe. Certains pays, oui. Mais vous écoutez quand même Nicolas Maduro, qui a une rhétorique nationaliste, souverainiste, mais qui n'a pas les moyens de sa politique non plus. Oui, mais attendez, je me retrouve à mon corps défendant en train de défendre Nicolas Maduro, qui probablement est l'un des plus mauvais chefs d'État que le Venezuela ait connu. Et qui n'a rien pour sa défense, en fin de compte. Mais, attention, principe pour principe, ce qui est en train d'être fait au Venezuela, si on en prend, si on l'adopte comme modèle, c'est ce qu'ils ont fait en Irak. C'est exactement ce qu'ils ont fait aussi en Libye, sauf que là, ils y ont mis les moyens militaires. Et donc, ça peut arriver aussi que les armes commencent à pleuvoir, les bombes commencent à pleuvoir sur Caracas. D'ailleurs, les États-Unis ont dit que l'intervention militaire n'est pas exclue. Oui, voilà. Donc, là, c'est pareil. En Irak, c'est quand il a plu au président Bush que c'est arrivé. Et en Libye, c'est quand il a plu à Sarkozy. Et puis, Obama aussi était là à l'époque, que c'est arrivé. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Et vous voyez, on ne peut pas tout le temps accepter de vivre sous le diktat de quelques pays qui tiennent le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui décident pour le reste du monde. Et je n'accepterai jamais, dans aucun pays du monde, que des étrangers décident qui est président, quand il n'y a pas eu d'élection. Mais Maduro peut résister jusqu'à quand? Mais bon, là, ça devient un bras de fer qui va amener à une confrontation militaire possible. C'est dommage d'en arriver là. Mais on l'a déjà acculé. Et à mon avis, on ne peut pas donner cher de sa résistance. D'ici 2 semaines, il sera liquidé. Liquidé politiquement, mais peut-être aussi physiquement. Parce que moi, je n'ai jamais perdu de vue ce qui s'est passé le 11 septembre 1977 à Santiago de Chili, quand on a accepté qu'un certain Pinochet prenne le pouvoir et fasse un coup d'État féroce contre Salvador Allende, qui dignement s'est suicidé, parce qu'il n'a pas voulu vivre ça. C'est la même chose. C'est exactement le même scénario. Voyez? Et Pinochet... c'est leur homme. On a vu quel type de président il a été. C'est toujours comme ça. Et on ne peut pas... Ce n'est pas parce que c'est la force de l'Occident, parce que c'est la raison du plus fort qu'il faut toujours se plier devant. Non, il faut qu'il y ait des milliers de Maduro pour trouver que c'est scandaleux, parce que c'est scandaleux. Il n'y a aucun autre mot pour le dire. Sujet à suivre. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. Ce fut un plaisir. La pause et après, c'est Regards croisés.